C'était un élément qui nous parlait du secret des masques du peuple d'An. Orokia Sissoko est aux commandes techniques et avec elle nous recevons Madame Irielou Colette à présent qui vient nous annoncer une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les femmes ménagères qui ont le souci de pourvoir aux besoins de leur famille. Nous parlons de bonnes nouvelles parce qu'il y a la baisse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. On se rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, nous avons eu beaucoup de bonheur à recevoir Madame Irielou Colette, présidente de la FENACOVICI, Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. Elle nous avait promis que dans quelques mois, les prix allaient chuter. On allait revenir au panier de la ménagère et elle est toute fière ce matin pour dire que, ça a commencé. Les denrées ont commencé, les prix des denrées ont commencé à baisser. Madame Irielou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Là, vous êtes toute contente. Hein? Oui, je suis très heureuse. La joie déborde, là. Déborde. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous nous avez apporté des documents. Oui. Pour nous dire que les prix des denrées alimentaires sont en train de baisser. On va aller petit à petit. Oui. Avant, comment ça se faisait? Les femmes avaient des tas d'aubergines, de tomates, de piments qu'elles nous proposaient. Et aujourd'hui, on va passer au kilo, c'est ça? Oui, on va passer au kilo. Parce que ces tas-là, c'est comme qu'on n'est pas organisé. Exactement. C'est comme qu'on n'est pas organisé. Quand on voyage un peu, on voit dans les autres pays comment ça se passe. Pourquoi la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aussi aller au prix au kilo des denrées alimentaires? Et depuis, c'était un grand souci pour moi, pour qu'on puisse arriver à cela. Et c'est à cela que j'ai dit merci à l'État de Côte d'Ivoire et le président de la République, Alassane Ouattara. Alors, vous savez que devant les antennes, il y a toujours de nouveaux téléspectateurs. Ils n'étaient pas forcément là il y a de cela 2 mois et demi quand vous êtes passé pour nous dire qu'au plus grand tard, dans 3 mois, on aura une bonne nouvelle. Et merci à Orokia Sissoko qui nous montre déjà quelques images d'illustration avec des sacs d'oignons. Dites-moi, Madame Irielou, oui. Avant, on n'avait pas le kilo. Est-ce qu'aujourd'hui, partout où on passera, on va avoir des balances comme ça pour peser la marchandise qu'on va acheter? Non, mais je vous dirais que ce qui a commencé, ça serait pour toute la Côte d'Ivoire. Pour chaque tous les marchés, aura une balance. Chaque femme doit avoir une balance pour peser les produits. Parce que déjà, en commençant au prix au kilo avec les producteurs et arriver sur le marché, les grossistes, donc toi détaillant, le prix qu'on nous on va te donner, tu dois suivre ça. Parce que quand on vend en désordre, les femmes pensent qu'elles gagnent. Elles ne gagnent pas. Elles ne gagnent pas. Alors, au prix au kilo, les producteurs aussi pensent qu'en le vendant 18 ans, le prix pour dire la cuvette fait tel prix, ils pensent qu'ils gagnent. Mais au prix au kilo, ça va arranger tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce que dans la cuvette, on peut mettre beaucoup. Dans la cuvette, on peut mettre un peu. Voilà. Et deux fois, on peut mettre petit. Et deux fois même, on peut dépasser, on peut mettre plus que le kilo. Oui. Et deux fois, quand elles prennent ces sacs-là, deux fois même, elles perdent. Oui. Les femmes qui font les détails au marché, elles perdent. Donc, avec le kilo, ça va arranger les acheteurs, les paysans qui ont fait sa production. Ils ne connaissent même pas combien de kilos que j'ai fait. Ma production de gombo, j'ai récolté combien, est-ce que ça vaut 1 tonne, ou bien combien d'argent j'ai eu, et quel prix je me bats dessus pour faire mon champ de gombo. C'est ça. Mais tout ça là, c'était une désordre. Mais aujourd'hui, avec ça, les gens peuvent calculer les dépenses qu'ils font et comment faire pour retirer ces dépenses-là avec le kilo déjà. Ils peuvent faire ses points. D'accord. Et là, vous nous avez apporté des chiffres qu'on va se faire le bonheur de communiquer à nos téléspectateurs. Oui. Prenons le cas de l'aubergine. L'aubergine, on avait des tas. Donc, et ces tas de 500, était à 500. Oui, à 500 francs. Donc, les 2 tas nous faisaient 1000 francs. Oui. Et quand vous avez essayé de peser, vous vous êtes rendu compte que... On a fait les études sur les marchés. Sur les marchés. Vous vous êtes rendu compte que c'était 800 grammes. Ça valait même pas ça valait même pas 1 kilo. Ça valait pas 1 kilo. Et puis c'était à 1000 francs. C'était à 1000 francs. Oui. Donc quand on arrive au kilo, ça devenait 1250 francs. Oui. Et aujourd'hui, avec votre nouvelle politique, le kilo d'aubergine passera à 200 francs. À 200 francs à la consommation. Oui, c'est-à-dire, je suis une femme ménagère.
j'arrive au marché juste pour ma consommation, le kilo est à 200 À francs. 200 francs. Mais si je suis une commerçante et que je dois acheter en grande quantité, le kilo va me revenir à 150 À francs. 150 francs. Ah, mais 50 francs, c'est pas peu de bénéfices. 50 francs sur un kilo. C'est pas peu, c'est pas peu, parce que les gens n'ont pas encore pratiqué. Sinon, vous voyez même que ceux qui achètent le maïs ou bien le riz, ceux qui achètent les choses au kilo, deux fois c'est 5 francs sur le kilo, deux fois c'est 10 francs sur le kilo. Et pour nous, au moins 50 francs, c'est beaucoup. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu beaucoup plus de terre pour produire? Parce que, attendez, avant le kilo revenait à 1250 francs. Et aujourd'hui, bon, sinon prochainement, on aura le kilo à 200 francs. À 200 francs. C'est-à-dire il y a 1050 francs qui ont disparu. Oui, ça doit disparaître parce que avec lutter contre la cherté de la vie, c'est pas avec ces mêmes manières d'avant qu'on pourra lutter contre la cherté de la vie. Et si l'État, le gouvernement a fait l'appui au secteur vivrier, on ne doit pas continuer à faire ce qu'on faisait avant. Exactement. Vraiment, l'organisation, prix au kilo, ça va arranger tout le monde. Avec le fonds que l'État a mis, l'État a pu donner et nous demandons encore au gouvernement de Côte d'Ivoire parce que nous avons pris l'engagement de nourrir les Ivoiriens à moins de coûts. Alors, c'est pour dire au président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, oui. C'était pour lui dire merci. Merci, et grand merci, il a fait confiance. Et les femmes lui ont démontré qu'il n'a pas eu tort. Merci aussi à Madame Dominique Ouattara, qui est notre maman. Voilà. Qui lui disons merci parce qu'elle a apporté un appui aussi aux femmes. Aujourd'hui, avec ce que nous allons faire, celle qui a son petit crédit de 50 000 francs, elle peut faire son commerce tranquillement parce qu'en achetant, c'est au kilo qu'elle a eu le sac. Oui. En le vendant au kilo, elle sait combien son bénéfice déjà. Et puis, ça va faciliter le remboursement de ses crédits. Alors, ce qu'on va faire, Madame Irielou, permettez-moi de donner les anciens prix et les nouveaux prix de ces denrées qui sont concernées. On a parlé de l'aubergine tout à l'heure. Des données. Ah oui, moi je suis aussi contente. Hein. Alors, le piment, on l'avait au kilo à 1430 francs. Oui. Aujourd'hui, le piment va passer pour le consommateur à 300 francs. À 300 francs le kilo. Et pour le grossiste, c'est-à-dire la personne qui en achète en grande quantité pour en revendre, donc ce grossiste-là va l'acheter au kilo à 250 francs. À 250 francs. Bon, concernant le gombo, pour vous qui aimez la sauce copée avec un bon cabato à côté. Avec bon cabato. Voilà. Donc, pour le gombo, le kilo pour les grossistes va être à 200 francs. Et pour le consommateur, le kilo passera à 250 francs. Et avant le gombo, il était à 1400, pardon, pas 1000, il était à 715 francs. À 715. Voilà, avant. Oui. Aujourd'hui, il descend carrément à 250 à pour 250 le consommateur. Francs. L'aubergine violette. L'aubergine violette, le kilo était à 500 francs. Aujourd'hui, le kilo va passer à 150 francs pour le consommateur. 150 francs pour les et puis le gnagnan, un bon gnagnan, parce que souvent quand on a un petit palu, et même en dehors, voilà, et même en dehors du palu, une bonne petite sauce gnagnan avec un petit guaguasso mélangé, bien fait là. Voilà. Donc le gnagnan qui était au kilo à 1750 francs va passer à 500 francs pour le consommateur et bien sûr 450 francs pour le grossiste. Mais dites-moi, est-ce que sur tous les marchés, ça va se passer ou il y a seulement quelques marchés qui seront concernés? D'abord, la production que nous avons commencée, dans un premier temps, le gombo a été, on a apporté les produits aux paysans et pour arriver dans tous les marchés, ça va se faire parce que le fonds même, le travail du fonds, c'est pour faire irrigation produits en contre-saison. C'est ça. Pour que toutes les saisons, qu'on ait les produits et moins de coûts. Donc en fait, les prix qu'on a là, c'est par saison, pour l'instant. Non, ça ne sera pas par saison. Mais pour que ça va continuer, parce qu'on va bientôt commencer à installer les systèmes de l'irrigation produits en contre-saison. Mais pour le moment, ce qui a commencé, c'est le gombo qu'on a fait au moins 20 hectares, qui a commencé à produire. Et les gens ont fait ça à la main. Les gens ont fait ça à la main. Oh, bientôt, comme vous avez bien travaillé, bientôt, je pense que vous aurez des machines. Oui, mais il faut qu'on ait les... Ça vient. Voilà. Moi, j'ai la foi, je suis confiante. Moi aussi, je suis consciente que j'ai la foi, qu'on aura des camions
de transporter. Maintenant, on va plus se fatiguer. Les Tu tracteurs sais que seront là. les camions, même si on a les camions, le coût, ça va encore descendre. Oui, parce que ça va ça, c'est à encore la chuter. main. Voilà, ça, c'est à la main. Donc, nous demandons déjà, on dit merci. Merci au ministre de l'Agriculture parce que à travers lui, avec tous ces papiers qu'il a apportés, le président a validé et puis qu'on a pu avoir. Il a bien défendu ce fonds. notre cas. Non, il a bien défendu. Hein. Il Là, a on bien lui dit défendu. grand merci. D'accord. Et vous venez de me remettre un autre papier, les marchés pilotes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour les prix qui sont en train de baisser, voici les marchés qui sont concernés et aussi les personnes qui sont concernées, parce que c'est au fur et à mesure. Hein. Mais elle était tellement contente, elle ne voulait pas servir d'abord toute la Côte d'Ivoire avant d'apporter la nouvelle. Oui. Donc, elle apporte déjà 6 grands points. Vous pouvez prendre note. Si vous n'avez pas réussi à prendre note, à la fin de cette émission, vous pourrez appeler le standard de la RTI pour bien sûr avoir tous ces contacts, ou bien vous nous retrouvez sur notre site internet www.rti.ci. Je commence donc. La première commune concernée, c'est la commune de Trècheville. Et c'est au marché de Belleville. Vous pourrez voir Madame Conan Angèle. Et son contact, c'est le 67 20 35 75. 67 20 35 75. Et madame, on a dit que c'est le gombo qui est concerné. Si vous appelez ces dames en tant que grossiste, vous aurez le gombo à 200 francs le kilo. Si vous êtes consommateur, vous aurez le kilo de gombo à 250 francs. Voilà. Madame Conan Angèle, 67 20 30, non, 67 20 35 75. C'est au marché de Belleville. On passe au deuxième marché concerné. C'est à Yopougon, au marché de Sipores. Sipores que tout le monde connaît bien. En tout cas. C'est Mabati Dosso qui est concerné là-bas. Vous appelez le 05 71 97 20. 05 71 97 20 pour avoir le gombo à 200 francs le kilo si vous êtes grossiste. Et puis, si vous êtes consommateur, à 250 francs. Dites-moi, à partir de combien de kilos on peut se considérer grossiste? Est-ce qu'il faut payer 20 kilos, 50 kilos pour dire qu'on est grossiste? Les sacs que vous avez vus là, il y a les sacs de 30 kilos, il y a les sacs de 30 kilos, il y a les sacs de 28 kilos, il y a les sacs de 25 kilos. Donc, dès qu'on paye un sac, on est grossiste? Tu es grossiste. Parce que vous savez qu'il y a des femmes qui payent, qui font leur marché par chaque 3 mois. Elle peut avoir le prix de grossiste. Elles peuvent avoir le prix de grossiste. Oui. Dès qu'elles payent un sac, Si elle veut un sac, on lui donne au prix de grossiste. on est tranquille. Orokia Sissoko va nous aider à afficher encore un autre prix. Il s'agit des prix, une autre commune, c'est la commune de Cocody, et c'est le marché des 2 plateaux. Ah, maman, Cocody c'est grand, il faut beaucoup de marché. Oui, Cocody Bon, c'est grand. on C'est commence- pourquoi j'ai dit que même il y a le marché de ma petite soeur, Coco Vico est dedans. Oui. Et on doit, il y En a fait, les femmes Anono aussi, qui est les dedans. femmes aussi peuvent vous contacter. Oui, elles peuvent nous contacter. Et puis bon, les balances, parce qu'on a un fonds que, le fonds là, ça doit apporter aide à toutes les femmes. Donc ce fonds là, celles qui vont avoir nous appeler pour chercher, pour qu'elles s'installent aussi dedans, on leur donne les balances gratuites. Attendez, je reviens. Cocody, marché des 2 plateaux. Vous appelez Minata au 01 71 22 49. 01 71 22 49. On va passer au marché de Koumassi. C'est le marché UTB, CNPS qui est concerné. Vous appelez Boli Loutra Madeleine. Ah là, elle a plusieurs numéros, c'est-à-dire que c'est une grande grossiste. 08 18 44 49 05 20 06 17 05 91 94 84. Le marché de Marcory maintenant. Awa Coco Suzanne, marché de Marcory. Vous appelez le 08 18 03 64 08 18 03 64. Et puis tout près, hein, à côté de Yopougon, allons à Dabou pour retrouver le marché de Lopou avec Madame Yediane Marie. Vous appelez le 08 06 05 88, 08 06 05 88. Les marchés concernés sont donc le marché de Trècheville, les marchés de Trècheville, Yopougon, Cocody, Koumassi, Marcory, Dabo, plus précisément les marchés de Belleville, de Sipores, des Plateaux, UTB, CNPS, ça c'est à Koumassi, marché de Marcory et le marché de Lopou. On a donc 6 grands points que nous venons de donner. Et vous êtes en train de dire que lorsqu'on est grossiste et qu'on vous contacte, on peut avoir des balances. On peut avoir les balances. À partir de combien de kilos? Un sac net, on a une balance?
Ou bien non? Il faut 2 sacs, Non. il faut 3 sacs. Non, non, c'est-à-dire les femmes qui vont faire les détails, Oui. celles qui vont aller directement au consommateur, on peut leur donner les balances gratuites. Vous avez combien de balances? Vous On avez a combien de commandé balances? 1000. 1000. Oui, On est on a beaucoup. commandé 1000. On est beaucoup en Côte d'Ivoire. Oui, mais on est beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai écrit au ministre du Commerce De compléter. de nous accompagner. Parce qu'ils ont la capacité et surtout les contrôles sur les marchés. Il ne faut pas que les femmes, ce qu'on a dit, on donne d'eau et puis on change. Mais Madame Il Iriel, faut être fidèle à ce que tu dis et ça. à ce que tu fais. Madame Iriel, ou dans les autres pays, les marchés, même dans les supermarchés, on a toutes les denrées alimentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, on aura ces mêmes prix-là? Mais les supermarchés qui vont nous contacter, Il n'y a pas de et souci. nous, on va s'imposer au prix, hein, parce que nous voulons nourrir les Ivoiriens avec le fonds que l'État donne. Parce qu'un fonds que l'État donne, cet argent-là appartient à tout le monde. Donc nous voulons faire bénéficier de tout le monde et puis changer même la manière de travailler dans les secteurs vivriers. D'accord. Donc les supermarchés qui vont nous contacter, Alors, nous leur dirons voilà Voici comment on nos fait, prix. voilà gros et voilà ce que vous voulez. Si vous pouvez vendre au prix que nous voulons que vous vendez aux clients, il n'y a pas de problème. On vous livre. Aujourd'hui, vous nous parlez du gombo. À quel moment les prix vont s'appliquer effectivement aux aubergines, aux piments, aux aubergines violettes, à notre gnagna national? Alors, pour vous qui nous suivez en dehors de la Côte d'Ivoire, le gnagna sont de petites aubergines un peu amères, mais franchement, avec du foutou igname. Même foutu banane. Oui, tout ça, mais Ça bon, passe comme avec je suis tout. habituée au foutou igname avec le gnagna. Et comme dirait l'autre, diveni gnagna oyofeo. Oui, donc à quel moment ces autres denrées seront concernées? Les autres denrées, nous sommes en train déjà à Tia Salé, on est en train d'installer irrigation sur 30 hectares qui vont le piment, les aubergines, de la tomate. Donc on peut dire aux gens, à la population que à partir de 2 mois et demi, ils vont voir que toutes ces marchandises iront sur le marché. La dernière fois, vous étiez là, vous nous avez dit dans 3 mois. Dans 3 mois. En moins de 3 mois, vous êtes venu 2 mois et demi. Donc là, quand vous dites 2 mois et demi, je suis sûre que dans 2 mois, vous viendrez Mais nous donner la bonne je nouvelle. vous dis que nous sommes décidés. Parce qu'on a un président Choco, nous aussi, nous sommes Choco. Il n'y a pas de souci. Madame Irielou Colette, merci d'être venue nous parler de ces denrées alimentaires. Et s'il vous plaît, Et avant de nous séparer, je dis aux mamans que nos petits-enfants, les filles, ils n'ont pas droit d'être au champ avec nous. Leur droit là, c'est pour aller à l'école. Parce que nous voulons transformer l'agriculture. Ils n'ont qu'à aller à l'école pour connaître le papier, pour sortir des ingénieurs, oui, pour faire cette transformation. on aura besoin d'ingénieurs. Voilà, on ils a n'ont besoin pas leur place. de comptables. Ils n'ont pas leur place au champ, ces petites filles. J'interviens pour dire aux femmes que les enfants doivent aller à l'école. C'est ça. Nous, on fait notre travail. Ils n'ont qu'à aller à l'école pour demain, le Vous lendemain aider. de la Côte d'Ivoire, que ce soit eux qui transforment vraiment la Côte d'Ivoire Oui. dans l'agriculture. Ça, c'est un très bon message. Oui. Ça, c'est pour les jeunes filles, hein, Les jeunes qui, ne sont, filles. qui sont encore très petites, qui peuvent aller à l'école. Mais pour ces jeunes filles aussi, qui sont adultes, qui ne sont pas encore mariées, elles ont la possibilité de vous accompagner. De nous Si accompagner. elles ne font Celles rien, qui sont déjà grandes qu'elles ne font rien, elles n'ont qu'à accompagner Elles leur peuvent maman venir. dans ces régions. elles peuvent venir. Parce que c'est quelque chose qui nourrit son homme. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, madame. Alors, amis téléspectateurs, avec la permission de Rokia Sissoko, nous allons revenir sur les marchés concernés et les personnes ressources à contacter. Au marché de Trècheville, c'est le marché de Belleville. Vous appelez madame Kono Angèle au 67 20 35 75. Yopougon, marché de Sipores. Vous joignez madame Mabati Dosso au 05 71 97 20. Au marché des Deux Plateaux à Cocody, vous avez Minata qui vous répondra au 01
01 72 22 49. À Koumassi, au marché UTB CNPS, Bolilou Tra Madeleine. Vous la contactez au 08 18 44 49. Vous avez le 05 20 06 17 ou encore le 05 91 94 84. À Marcory, le marché de Marcory bien sûr. Awa Coco Suzanne sera heureuse si vous l'appelez au 08 18 03 64. Et pour terminer, au marché de Lopou, c'est à Dabou. Yediane Marie 08 06 05 98. Madame Irielou, merci pour la bonne nouvelle. Vous savez qu'en Afrique, quand on a une bonne nouvelle, on danse. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez danser? Avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce que j'aime danser, en tout cas, tout morceau me plaît. Tout, hein. Je danse les morceaux bablés, les morceaux malingués et les morceaux gourou, là, c'est plus pur. Là c'est plus pur. Ça, c'est plus pur. Donc, vous avez une petite chanson en gourou. Vous connaissez une chanson en gourou? Petite chanson en gourou. Ah, et puis on va chanter un peu, on est contente pour la bonne nouvelle. Ah, d'accord. Male kada, 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 kale seju yeda, kale yeda, kale yeda, oh. Eba! Seju yeda, yeda. Seju yeda, oh, yeda, oh, yeda, kale. Seju yeda, oh, yeda, da. Maman, ça veut dire quoi? Yeda. Venez, venez. Jésus arrive. Venez, venez. Jésus arrive parce qu'il vient pour vous donner la force. Ah, là, il vous a donné la force pour les denrées. Hein? Merci. Je rends grâce à lui Grâce à et Dieu. toute la gloire revient à lui. Amen. Parce que c'est grâce à lui. Cette force-là, c'est pas moi. C'est pas moi. Hey, là, ça dit, il manque le tam-tam Oui, maintenant. Sinon, c'est pas grave, maman. Prochainement, on va toutes faire les le semaines, choix. nous allons venir déposer la liste des marchés, les compléments des autres marchés. Et puis, avant de On va déposer la commencer. liste même, venez vous-même. Ça Oui, nous fait mais plaisir de vous voir tous les jours. je viendrai, mais ça a commencé. Ça a commencé tous les mardis, on a rendez-vous. Voilà, tous les mardis, on a rendez-vous. Vous allez Parce nous qu'il dire- faut que les Ivoiriens soient informés. Et puis on Il va faut aller- que les paysans sachent que, en l'achetant au kilo, ils gagnent. On va aller interviewer aussi les gens au marché pour voir comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'ils ont constaté que c'est la vérité et tout ça? On va aller vérifier Oui, pour montrer aux il faut téléspectateurs. aller. Maman, qu'est-ce que vous pensez du coupé décalé? Coupé, décalé. Eh, elle a commencé. Je pense que c'est très bien découpé, décalé. Non, déjà même vous avez les phases. Ah, bah, tu as vu, non? Et pour vous dire au revoir, pour vous faire plaisir, on va vous proposer cet élément qui nous parle du coupé décalé. Merci d'être venu et bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous aussi, Naomi. À Que bientôt. Dieu vous garde. Amen, Dieu vous bénisse. Amis téléspectateurs, retrouvons Philomène Dramont qui nous propose cet élément qui nous parle du coupé décalé. Le coupé décalé est une danse apparue en Côte d'Ivoire en 2002. Au fur et à mesure, le coupé décalé a pu véritablement s'imposer en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est avant tout un mode de vie, un mouvement culturel. On estime à 150 le nombre de pas qui composent la danse. Pour mettre en exergue cette richesse culturelle, les acteurs du monde de la nuit ont réalisé un film documentaire intitulé Le Coupé. Ce film de 85 minutes retrace l'histoire du coupé décalé, l'origine de ce rythme ivoirien et son ancrage dans la société. Pour les réalisateurs, le film relève les points positifs, mais aussi négatifs du coupé décalé, afin d'éduquer la jeunesse sur le phénomène.
Une soirée glamour, un événement haut en couleur pour l'avant-première du film documentaire Le Coupé. La grande première du Coupé est prévue pour le 16 août 2013. هذا الطبل كان عندي العشيرة كيف عشائر موريتاني كاملة وتاريخه طويل وكان شعار القبائل أصلا محقا له تقريبا 350 سنة وكان عند راجل من القبيلة ينقال له أبو بكر ما زالت ولد أحمد ساحل ومنين جات عقب عاد من الليل شو 150 سنة عند خيمة النص ينقال له العمر بيات. Rythmant le mode de vie traditionnel nomade, il ne vit et ne s'épanouit que parmi les femmes. Son nom, le tébal. Il donne une sonorité qui fait s'extasier la femme et lui fait oublier ses peines et son stress. Tambour de musique, le tébal est fait de calebasses rondes à forme évolutive, de la base au sommet, couvert de peau de vache. Il représente avec sa sonorité le cri de ralliement de la tribu contre l'ennemi envahisseur. 7 sons indiquent l'appel au rassemblement. 3 sons annoncent la disparition d'un individu. Mais quand il sort de sa mission primordiale d'avertissement, le tébal est souvent accompagné du tchéné, un tambour moyen. Il existe un autre plus petit et connu sous le nom de tama. Et là, ce sont les hommes qui entrent en transe pour répondre à l'appel. Après Madame Irielou Colette qui est venue animer la rubrique Monde agricole, nous sommes avec Dr Kofi Lobwe Véronique pour parler santé et surtout parler bien-être. Nous sommes le 14 mai 2013 et nous parlons aujourd'hui de l'hypertension artérielle. Dr Kofi Lobwe Véronique est présidente de la Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Elle est aussi secrétaire générale adjointe du SINAMEPSI. Docteur, bonjour. Et merci d'être avec nous. On va parler fort. Hein. Oui, on vient de se réveiller, certes, mais on fera un effort pour les téléspectateurs. On parle de l'hypertension artérielle aujourd'hui. Était-il important de marquer une pause toute une journée dans le monde entier pour parler de cette maladie? Bien sûr. Et pourquoi? Bien sûr, parce que l'hypertension artérielle aujourd'hui constitue un véritable problème de santé publique à cause de sa prévalence dans le monde entier, de sa prévalence en Afrique. Et à cause des complications qui sont liées à l'hypertension artérielle. Il y a vraiment besoin d'en parler. D'accord. Et c'est pour cela que vous êtes sur notre plateau ce matin, docteur. Dites-nous, comment peut-on définir l'hypertension artérielle pour les non-sachants? Tout à fait. Alors, scientifiquement, on va dire que l'hypertension artérielle, c'est l'augmentation de la pression du sang dans les artères, au-delà de 140 sur 90 mm de mercure, ou 14,9. D'accord. Ça se définit par des chiffres, toujours par 2 chiffres. D'accord. Et pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple
de l'eau qui circule dans un tuyau. C'est l'augmentation de la force de circulation du sang dans les artères. Le sang est un liquide, donc ça ressemble à l'eau. Et puis les artères ressemblent exactement à des tuyaux d'arrosage. D'accord. Donc quand le sang circule avec une grande force, la pression monte et on va dire qu'il y a hypertension artérielle. D'accord. Et les deux chiffres correspondent à quoi? Parce que souvent, quand on prend la tension, on vous dit vous faites 19, vous faites 14, 9, comme vous avez dit tout à l'heure, 12 ou 8. Ça correspond à quoi? Alors, l'hypertension se définit toujours par deux chiffres parce que le premier chiffre est lié à la contraction du cœur. Le cœur a deux mouvements, a deux fonctions. Un mouvement de contraction pour chasser le sang et le distribuer dans tout le corps. C'est ça. Et un autre mouvement de relâchement, d'accord, pour se remplir à nouveau. Donc, le premier chiffre est relatif à la contraction du cœur. Ça s'appelle la systolique. Et le deuxième chiffre est relatif à la relaxation du cœur. Ça s'appelle la diastolique. Et donc, on peut être hypertendu pour l'un et pour l'autre des chiffres. Je donne un exemple. Quand on a 15, 8, c'est de l'hypertension artérielle systolique. Là, ça concerne le premier chiffre. Si on a 13, 10, c'est de l'hypertension artérielle diastolique. Ça concerne le deuxième chiffre. Ou bien alors les deux. Si on a 15, 10 de tension, ça fait hypertension artérielle systolo-diastolique. C'est-à-dire les deux en même temps? Les deux en même temps. Mais dans ces trois cas, c'est de l'hypertension artérielle. D'accord. Et comment on fait pour savoir qu'on souffre de cette maladie? Alors, la meilleure façon, c'est d'abord déjà de contrôler sa tension, de faire prendre sa tension. D'accord? Pour faire le diagnostic. C'est de mesurer la tension. Il ne faut pas aller chercher autre chose. On va voir le médecin ou le professionnel de santé. On fait mesurer sa tension et c'est là qu'on va déterminer les chiffres. Mais comme nous disons que c'est une maladie, l'hypertension a des symptômes, a des signes. Ça peut être des maux de tête, des vertiges, des essoufflements, une fatigue, des palpitations. Quand on ressent ces signes, il ne faut pas mettre tout de suite sur le compte d'une infection, tout de suite sur le compte d'un palu, et ainsi de suite. Il faut faire mesurer sa tension parce que l'hypertension peut s'exprimer par ces chiffres. D'accord. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle n'a pas de signe. On dit qu'elle est asymptomatique. Elle n'a pas de signe. De sorte qu'une personne peut avoir 18 de tension, ne rien ressentir, se lever le matin, prendre sa douche, prendre son sac, aller au travail comme tout le monde. La personne ne se sent pas malade du tout. De sorte que c'est à la complication qu'on va découvrir l'hypertension artérielle. D'accord. Et la complication, c'est par exemple un AVC, un accident vasculaire cérébral. D'accord? Un tuyau, une artère dans la tête se casse, on saigne dans la tête et on se retrouve paralysé d'un côté. Ou bien alors une artère se bouche et la partie du nerf n'est plus irriguée, alors on se retrouve paralysé d'un côté. Vous comprenez? Et l'hypertension artérielle peut s'exprimer aussi par une insuffisance rénale. Parce que ça évoluait depuis longtemps, on n'a pas fait attention, on n'a jamais contrôlé sa tension, alors le rein qui prend un coup, on fait de l'insuffisance rénale. Parfois, c'est l'insuffisance cardiaque. Ce sont là les complications de l'hypertension. Dans ce cas, est-il recommandé de faire prendre sa tension tous les jours? Parce qu'on peut souffrir de l'hypertension sans le savoir. C'est le cas que vous venez de dire, est un peu effrayant. Avoir 18 de tension et ne pas le savoir, se porter à merveille. Et puis au cours de la journée, pic, on fait une crise. Alors à quel moment, quelle est la fréquence pour prendre notre tension? Ok, alors pour prendre la tension, on ne va pas dire tous les jours, aller s'asseoir à l'hôpital pour prendre la tension, non. Mais une personne, une fois dans l'année, une personne qui n'est pas hypertendue, on lui demande une fois dans l'année de faire prendre sa tension. Et toutes les occasions de symptômes qui se présentent, c'est-à-dire si on a des douleurs, des maux de tête, on a des vertiges, on est fatigué, on va à l'hôpital, quel que soit le motif. Quand le médecin ou le professionnel de santé vous reçoit, la prise de tension fait partie des examens cliniques. Donc, ça doit être systématique. Si vous ne sentez rien du tout, si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas malade, il faut faire votre bilan de santé de façon annuelle. Prendre la tension une fois ou deux fois dans l'année. Allez voir le médecin pour dire « je vais prendre ma tension ». Mais toutes les fois où on est malade, la prise de tension fait partie des examens cliniques du médecin.
Mais par sécurité, on peut prendre peut-être l'attention une fois la semaine, juste pour se rassurer si on en a envie. De toute façon, Oui, ça ne ça gêne fait pas mal, ça ne Voilà. dérange pas, on ça ne pique fait pas mal, ça ne dérange pas. Mais il ne faut pas qu'on se stresse à mesurer tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit, une fois ou 2 fois dans l'année, c'est suffisant. Vous savez, il existe des gens qui ne vont jamais à l'hôpital. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne vont jamais à l'hôpital parce qu'ils disent non, ils se sentent bien, tout va bien. Je prends l'exemple des voitures. Tous ceux qui sont propriétaires de voitures, l'État les oblige à faire des bilans de santé, n'est-ce pas? L'État les oblige à faire, j'ai dit bilan de santé, des visites techniques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors que la voiture n'a pas de panne. On ne dit pas ma voiture n'est pas en panne, ma voiture n'est pas en panne, donc je ne vais pas. On vous oblige, pourquoi? À cause des risques de panne que vous ne pouvez pas voir. Mais c'est un bilan de santé aussi pour la voiture, hein. Mais oui, parce que la voiture aussi doit bien se porter. Tout à fait. Pour la voiture et souvent on néglige notre propre corps. On oublie l'homme alors que l'homme est une machine qui fonctionne et dont on a besoin de vérifier le bon fonctionnement de tous les organes. Vous comprenez? Vous savez qu'on parlait tout à l'heure de prise de tension et là on est un peu stressé quand on parle de l'hypertension artérielle. Ouais. Aujourd'hui, c'est vite arrivé un AVC, c'est vite arrivé un décès. Parce qu'on n'a pas pris sa tension. Et c'est pour cela qu'on se demande, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est quelque chose de bien précis qui cause l'hypertension artérielle? Vous êtes avec nous, docteur. Est-ce que vous avez une réponse? D'accord. Effectivement, il y a des facteurs qui prédisposent à l'hypertension artérielle. Lesquels? D'accord. Et parmi les facteurs, il y a 2 qui ne sont pas modifiables du tout. La prédisposition familiale. D'accord? On ne parlera pas vraiment d'hérédité en tant que telle pour dire que c'est automatique, non. Si une famille, un couple est hypertendu, ou soit l'homme ou la femme est hypertendu, et les enfants qui naissent de cette famille sont déjà prédisposés à l'hypertension artérielle. Mais la survenue de l'hypertension artérielle va dépendre de leur mode de vie. D'accord? Ils sont déjà prédisposés. Mais la survenue de l'hypertension artérielle va dépendre de leur mode de vie. Alors, parmi les 2, par exemple, les 2 enfants issus de cette famille, celui qui va dire l'hypertension, ça concerne mes parents parce qu'ils sont âgés, c'est leur affaire et tout. Moi, je mords la vie à plein dents, je peux fumer, je peux boire, je peux manger comme je veux. Lui, il va développer plutôt l'hypertension artérielle. Par rapport à l'autre qui va dire attention, mes parents étant déjà hypertendus, moi je vais observer les mesures d'hygiène de vie pour éviter l'hypertension artérielle. Celui-là, par exemple, va retarder la survenue de l'hypertension, sinon même pourquoi pas éviter l'hypertension artérielle. Merci, d'accord. Pour ne parler que de ce facteur, il y a un autre facteur non modifiable aussi. On va revenir à cela. D'accord, on va marquer une courte pause, juste de 3 minutes, pour retrouver un élément qui nous présente le président de la République en train de prendre sa tension pour dire que c'est important. Et juste après cet élément, on retrouvera la page publicitaire. Orokia Sissoko, si tu veux bien, c'est à toi de jouer. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui le premier a fait prendre sa tension à l'occasion de cette séance initiée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Le faisant, le chef de l'État entend donner l'exemple à ses concitoyens et montrer ainsi l'importance que revêt la prise de la tension pour ce qui est de la santé. C'est très important de faire ça régulièrement parce que la tension artérielle est une indication cardiovasculaire et c'est essentiel. Vous savez, c'est la meilleure manière de détecter un peu si on est stressé, s'il y a d'autres indications de déséquilibre et ainsi de suite. Et donc j'encourage tous mes concitoyens à faire comme moi. Et moi, je le fais régulièrement. Emboîtant le pas au président de la République, quelques membres du gouvernement se sont succédés pour faire prendre leur tension à leur tour. Outre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Touakeus, pour ne citer que lui. L'hypertension artérielle entraîne beaucoup de dégâts. En Côte d'Ivoire, c'est devenu un problème de santé publique. Des familles souffrent des conséquences avec des morts dues aux AVC. Beaucoup de nos compatriotes sont devenus pratiquement handicapés et sont devenus des dépendants alors que la famille dépend d'eux. C'est pour cela que nous devons nous attaquer à ce problème de santé publique, notamment à travers la prévention primaire. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de vérifier la tension régulièrement
La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, pour sa part, s'est dite heureuse d'avoir pris une telle initiative, lui permettant d'associer les membres du gouvernement et le président de la République au succès de la journée internationale de l'hypertension artérielle. Nous avons voulu lancer un message très fort à l'endroit des populations ivoiriennes. Demain, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle. Et donc, nous avons proposé au gouvernement de se prêter à ce test pour que justement la population ivoirienne sache qu'à un haut niveau, avec l'intensité du travail du gouvernement, le gouvernement également prend soin de sa santé et se prête donc à cette prise de tension après un conseil des ministres. Et puis à l'occasion de cette journée internationale du 14 mai commémorée par la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, il est demandé pour rappel à chaque habitant d'observer quelques règles en vue de la prévention de l'hypertension artérielle, qualifiée de tueur silencieux. Des règles comme bannir le tabagisme, réduire au strict minimum la consommation de boissons alcoolisées, diminuer la consommation du sel et enfin consommer au moins 2 fruits et beaucoup de légumes par jour. J'ai oublié la liste des courses là. Hé Ama, tu exagères. Tu vas encore finir toutes tes unités. Mais Toti, avec Move Seconde, c'est seulement 1 franc la seconde. Ah bon? Donc tu peux me donner les prix du marché alors? Hé Tanti. Chez Move, c'est 1 franc la seconde vers tous les réseaux, 24 heures sur 24. Tomate là, c'est 200. Aubergine là, 100 francs. Move, no limit. Avec Dr Kofi Loboué, nous parlons de l'hypertension artérielle. Ça vous fait quoi de voir le président de la République se prêter à ce test? Ça me fait énormément plaisir, oui, de savoir que la santé concerne vraiment tout le monde. Et quand Monsieur le Président de la République s'y met, c'est pour dire que c'est sérieux. C'est une façon d'inviter toute la population à se faire dépister. C'est très important. Merci, docteur. Et là, on parlait du régime alimentaire, sinon de l'hygiène de vie pour ceux qui souffrent de cette maladie. Et vous étiez en train de nous donner des exemples. On y va, docteur. Alors, je parlais un peu des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Je disais tantôt qu'il y avait 2 groupes de facteurs de risque, des facteurs non modifiables et des facteurs modifiables. Alors, le deuxième facteur, après la prédisposition familiale, le deuxième facteur non modifiable, c'est l'avancement en âge. Le fait de vieillir de façon physiologique, nos petites artères qui sont comme des tuyaux durcissent. Et en durcissant, la tension peut monter un peu. C'est physiologique. D'accord? Et donc, on n'y peut rien. D'accord? Alors, en dehors de ces 2 facteurs, les autres facteurs modifiables, il s'agit de la consommation du sel. Le sel que nous partageons tous. Nous consommons énormément de sel. Mais tous les jours, matin, midi, soir, oui, matin, midi, soir. Alors, je vais expliquer comment on mange trop de sel. D'accord? Alors, quand maman commence à faire la cuisine, elle met l'huile, l'oignon, elle va mettre la viande ou le poisson, n'est-ce pas? Et puis, elle ajoute une certaine quantité de sel. D'accord? Après, quand elle ajoute l'eau et les légumes, elle ajoute une autre quantité de sel. À la fin, elle ajoute le cube qui contient aussi du sel. Un cube, un élément d'assaisonnement, n'est-ce pas? Un cube d'assaisonnement qui contient aussi du sel. Mais les premières quantités de sel qu'on a mis entrent dans les légumes et dans le poisson, dans les protéines. Du coup, à la fin de la cuisson, il faut en mettre encore pour ressentir mieux le goût. Voilà. Ça fait 3 étapes de sel et quand le plat arrive à la table, certains trouvent encore à remettre du sel. Cela fait trop de sel. Vous comprenez? Normalement, il faut cuire le repas sans sel. Seulement à la fin qu'on ajoute du sel. Ah non, mais il y a une beaucoup de grande mamans qui étude. vont vous dire que quand c'est comme ça, il n'y a pas de goût. Hein. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de goût. Effectivement, au début, on peut souffrir un peu de ce que ça paraît fade. Mais au bout d'une semaine, on est habitué. Parce que la langue contient beaucoup de petits nerfs qui nous permettent de nous habituer à ce nouveau régime. Je pense qu'au nom de la santé, on peut faire ce sacrifice. Je vous assure qu'au début, c'est un peu difficile. Parce que la nourriture paraît fade. Mais après, on est très habitué. La langue s'habitue et ça devient formidable. On n'arrive même plus à manger comme par le passé.
C'est important. Parce que des grandes études ont montré qu'en Afrique, nous consommons 12 à 20 grammes de sel, alors que normalement, il en faut 4 à 6 grammes de sel. Attendez, 12 à 20 grammes Grammes de sel. Oui, par jour, par personne. On en consomme trop, je vous assure. Et vous imaginez en Côte d'Ivoire, le poisson thon bien salé. Bien salé. Avec la tchéquille, le garba, oignon, tomate bien découpé. Si on n'ajoute pas le petit sel dessus, là, c'est un peu compliqué. Oui, c'est trop. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas hésité à m'adresser aux élèves tout dernièrement. Je n'ai pas hésité à m'adresser à eux parce que le thon qui est déjà salé, on y met encore du cube, on y met encore du sel et de l'huile, ça fait trop. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas une hygiène alimentaire, ça. D'accord. Donc là, le premier facteur pour le sel, déjà, le sel, sel, si on arrive à réduire le sel, on va gagner énormément. Deuxièmement, le tabagisme. D'accord? Il y a un lien statistique entre le tabagisme et l'hypertension artérielle. Quand on fume, on développe de l'hypertension artérielle. L'alcoolisme provoque de l'hypertension artérielle. La sédentarité, le fait de ne pas faire de sport du tout, provoque de l'hypertension artérielle. Voilà. Le fait de se laisser grossir, oui. On ne bouge pas, on ne fait aucun effort, on ne marche pas, on ne marche pas, on ne aucun exercice physique. Bonjour, l'hypertension artérielle s'installe. Et il y a Oroquet qui nous montre une belle petite photo là, avec, je pense que c'est un prospectus, consomme chaque jour au moins 2 fruits, beaucoup de légumes, beaucoup réduire les risques de cancer. C'est ça? Oui. Les risques de cancer, pour réduire les risques de cancer. Oui, il n'y a pas que les risques de cancer. Il y a effectivement l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a toutes les maladies chroniques en fait. D'accord? Et l'autre facteur que nous partageons également, c'est le stress. On est tous stressés à cause de souvent la mauvaise gestion de notre temps, la mauvaise gestion de notre argent, la mauvaise gestion de notre travail, parce qu'on laisse le travail s'accumuler. Les élèves, ils n'étudient pas à temps, ils attendent vers la fin de l'année pour rattraper tout. Ils ont une technique qu'on appelle le décapillon. On dort pas, on veille pour étudier. Voilà, c'est pas bon pour la santé. Vous comprenez? Donc, tous ces facteurs-là, que j'appelle facteurs modifiables, ce sont des éléments sur lesquels on peut agir. On peut décider que ça change. Je ne veux plus manger excessivement de sel, je ne veux plus toucher au tabac, je ne veux plus boire excessivement. Dès qu'on décide ces choses-là, on est parti pour la bonne santé. Vous comprenez? Donc, ce sont ces facteurs. Voilà. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes personnes sont touchées par l'hypertension artérielle jusqu'à subir même des AVC? C'est ça. Effectivement, c'est justement à cause de notre mode de vie. Nous vivons mal, nous mangeons mal, nous sommes stressés, nous sommes sédentaires. Vous comprenez que quand un cadre quitte sa maison, le matin, il monte à la voiture, il descend au travail, il est assis devant l'ordinateur, il est assis pour signer ses... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout pour être paresseux. Voilà, vous comprenez? Et au retour, on remonte dans la voiture, on revient. Et les jeunes sont exposés à l'alcoolisme, au tabagisme, à la mauvaise alimentation. On mange trop sucré, on mange trop gras, on mange trop salé. Voilà pourquoi aujourd'hui... tout excès de nuit, donc tout trop sucré, trop salé. Trop salé. Voilà pourquoi l'hypertension artérielle s'exprime très tôt, de façon précoce. Dans les années passées, il fallait peut-être attendre chez une personne les années 50 ans, 60 ans, pour voir survenir l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, à 30 ans, même 25 ans, l'hypertension s'exprime. On a perdu même des gens à 30 ans avec la AVC. Oui, vous comprenez? Donc, étant donné que nous pouvons faire quelque chose, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on informe la population. D'accord? C'est bon de soigner, mais il vaut mieux prévenir. Merci, docteur. Vous êtes aussi la présidente de la Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que votre Ligue mène sur le terrain, concrètement, pour lutter contre cette maladie? C'est ça. Alors, nous avons compris, quand nous avons constaté que les gens viennent très tard à l'hôpital, ils viennent au moment où c'est déjà compliqué, où l'insuffisance rénale est établie, où l'insuffisance cardiaque est là, ou bien ils sont paralysés. Nous avons dit il faut sensibiliser la population. Il faut leur apporter l'information de ce qu'on peut éviter l'hypertension artérielle. Et que même si on n'a pas évité qu'on est hypertendu, on peut éviter les complications de l'hypertension artérielle en se soignant. Vous comprenez? C'est pour ça que nous faisons des campagnes de sensibilisation. Mais ça ne suffit pas de faire des campagnes de sensibilisation. Nous faisons aussi des dépistages parce que j'ai dit tantôt oui, j'ai dit tantôt que l'hypertension artérielle a un caractère asymptomatique, un caractère silencieux. C'est une maladie insidieuse, sournoise.
elle vous accompagne sans s'exprimer pour vous faire tomber. Donc, à cause de cela... Elle nous accompagne sans s'exprimer. Voilà. Alors, à cause de cela, nous allons dans les populations et nous faisons des dépistages systématiques. Nous découvrons des hypertendus ignorants. Des gens qui ont 18, qui ont 20 de tension, mais qui ne le savent pas. Ils te disent, mais je ne suis pas hypertendu. On dit, mais voilà les chiffres. Wow. Alors... Mais à partir de quand on peut se considérer malade avec avec l'hypertension artérielle? Est-ce que quand on a 20, on a 18, on est malade, on doit prendre des médicaments tous les jours? Est-ce que ça se soigne? Et est-ce que c'est une maladie qui subvient comme ça et dès qu'on est à l'écart du stress, quand on revoit son régime alimentaire, on peut éviter de faire des crises? Ça se passe comment concrètement? C'est ça. Alors... quand on est hypertendu, d'abord l'hypertension se soigne très bien. Il y a beaucoup de médicaments pour soigner, beaucoup de classes de médicaments pour soigner l'hypertension artérielle, d'accord? Et ce qu'il faut, c'est effectivement de se soigner tous les jours, de prendre les médicaments tous les jours. Et ça va durer longtemps? Oui, toute la vie. Toute la vie. Il y a une forme d'hypertension, l'hypertension artérielle essentielle, qui n'a pas de cause, qui s'établit. Cette hypertension artérielle se soigne toute la vie parce qu'elle ne guérit pas. Ah, d'accord. Tant qu'on prend le médicament, la tension reste contrôlée, reste maîtrisée. Dès qu'on laisse tomber le médicament, la tension remonte. Il se comporte un peu comme, je prends un exemple, dans une maison, d'accord, vous êtes dans un quartier, on vous dit il y a une haute tension, d'accord, et que vous avez des appareils dans la maison. Et pour contrôler vos appareils, c'est-à-dire pour stabiliser l'électricité dans votre maison, il vous faut mettre un stabilisateur d'électricité. C'est ça. Alors, tant que le stabilisateur d'électricité est là, vos appareils, ordinateurs, télé, radio, tout est protégé. C'est comme ça que le médicament se comporte. Le médicament arrive comme un stabilisateur. Il revient comme un stabilisateur. Et parce que ce qu'on a bu le matin, d'accord, se digère. Ça ne reste pas dans le corps. C'est pour ça qu'on peut le prendre toute une vie. Okay. Quand on a pris le médicament à 8 heures, jusqu'au lendemain, 8 heures, c'est fini, c'est digéré exactement comme le pain qu'on a mangé. Okay. On le digère. Le lendemain, il faut un autre comprimé. Et quand on ne prend pas l'autre comprimé, le risque qu'on court, c'est de voir rebondir la tension avec d'autres complications qui peuvent survenir. D'accord? Et comme j'ai dit tantôt, on ne va pas ressentir les signes forcément. C'est pour ça que nous faisons des dépistages. Quand nous faisons un dépistage, quand nous trouvons une personne hypertendue, alors, il y a plusieurs situations. La personne peut dire, c'est vrai, j'étais hypertendue, mais je pensais que j'étais guérie. Quand la tension s'est stabilisée, j'ai arrêté mon traitement. Alors celui-là, on le remet sous traitement. Mais quelqu'un qui n'a effectivement pas eu vraiment de tension dans sa famille, il n'y a pas d'hypertension, et pour la première fois, on découvre l'hypertension chez elle, on va lui poser des questions à savoir s'il est en train de passer un stress. Si on est en train de vivre un moment difficile, parce que ça peut être une hypertension passagère, d'accord? Dans ce cas-là, on met la personne au régime, on lui conseille d'observer les mesures hygiéno-diététiques et tout, et puis on revoit la personne au bout d'un mois, au bout de deux mois, on fait un bilan pour vérifier les autres facteurs qui peuvent s'associer, tels que le diabète, tels que l'hypercholestérolémie, tels que l'acide urique et tout ça. Donc, on vérifie d'autres éléments pour pouvoir mieux prendre en charge. On se donne du temps, en fait, pour pouvoir mieux prendre en charge cette hypertension artérielle. On se donne du temps pour vérifier qu'effectivement, cette hypertension est chronique et que ce n'est pas une situation passagère. Parce que quand c'est une situation passagère, avec des calmants, un anti-stress, avec le régime, avec un bon repos, la tension disparaît. Vous comprenez? On comprend très bien. Mais alors, si ce n'est pas le cas, la tension perdure. Et donc, au-delà des mesures hygiéno-diététiques, on ajoute, le médicament vient comme un appoint, le médicament vient comme un support secondaire, vient pour traiter la tension artérielle. Il ne faut pas craindre de prendre les médicaments à vie, non. Il ne faut pas craindre, parce que les médicaments antihypertenseurs, au-delà de baisser, de normaliser les chiffres, protègent les organes nobles, qui sont le cerveau, le cœur, les reins et tout ça, vous comprenez? Oui. Merci beaucoup, docteur. Tout cela pour dire qu'on doit éviter l'automédication. C'est ça. Il faut approcher les médecins qui sont des spécialistes pour notre santé et notre bien-être. Prendre sa tension, essayer de faire un bilan de santé une fois l'année. Si vous pouvez 2 fois l'année, ce serait mieux. Et suivre les indications de vos médecins. Nous étions avec docteur Kofi Loboué Véronique. Elle est présidente de la Ligue ivoirienne de lutte contre
contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Elle est secrétaire générale adjointe du SINAMEPSI. Docteur, merci. Est-ce que je peux corriger? Oui, je suis responsable de la commission scientifique du SINAMEPSI. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Responsable de la commission scientifique du SINAMEPSI. Autant pour moi. Et vous étiez là pour nous parler de l'hypertension artérielle. Sur le terrain, vous allez voir des jeunes, vous faites des dépistages. Et pour vous dire au revoir, docteur, on présente aux téléspectateurs maintenant cet élément qui vous montrait, j'ai envie de dire, en campagne vers les élèves de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amis téléspectateurs, on se retrouve juste après cet élément. L'hypertension artérielle atteint le cœur et les vaisseaux sanguins. L'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a voulu prendre le taureau par les cornes en organisant ses activités sur le thème « Jeunes d'aujourd'hui, ne soyez pas les hypertendus de demain ». Nous voulons impliquer les élèves à la lutte contre l'hypertension artérielle parce que c'est dans leur milieu qu'ils s'exposent aux facteurs de risque de l'hypertension. Les jeunes de 30 ans, même 25 ans, on trouve de l'hypertension artérielle parce que les jeunes s'exposent à une mauvaise hygiène de vie. Donc nous voulons les sensibiliser pour qu'ils changent de comportement parce que les complications de l'hypertension artérielle sont vraiment invalidantes. Je vais parler par exemple des paralysies, je vais parler de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des affections pour lesquelles on ne peut plus rien faire. Message bien perçu par les élèves qui promettent d'adopter des comportements décents pour éviter l'hypertension artérielle. Moi, je lance un appel aux jeunes d'arrêter de fumer, surtout ceux aussi qui consomment de l'alcool abusivement. On a dit de faire pratiquer beaucoup de sport, de diminuer le taux de sel ainsi que le sucre, d'huile dans nos aliments. Donc nous avons pris acte de cela. Selon l'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, 4 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Merci à Rokia Sissoko pour cet élément qui nous parlait de l'hypertension artérielle avec Dr Kofi Loboué Véronique. Nous sommes avec notre invité qui vient de la France, je crois. C'est où précisément en France? Je vis à Rennes, en France. Alors, il nous vient de Rennes, il se nomme Monsieur Baba Touré et il est percussionniste professionnel. Et avec lui, on parle de la professionnalisation du djembé. Voilà. Ça. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez nous en Côte d'Ivoire, chez vous aussi. Merci Alors, beaucoup. Vous êtes à Rennes depuis combien de temps? Je vis à Rennes depuis bientôt 18 ans. Depuis 18 ans. Oui. Et vous y êtes allé avec votre tam-tam ou bien au départ vous êtes arrivé là-bas pour faire autre chose? Et d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. J'ai été formé ici à l'ensemble artistique Djolem de Côte d'Ivoire et c'est de là que j'ai eu un contrat. Et je suis parti en 1996 à Rennes, en Bretagne, pour exprimer mon métier, mon art, qui est la percussion, le djembé. Et quand vous arrivez, comment ça se passe? Vous vous installez facilement ou au départ, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile? L'adaptation au niveau même du pays, c'est un peu difficile. Mais moi, ce qui a été ma chance, c'est que je suis parti sous contrat. Et donc, j'étais accueilli par une école de musique là-bas. Donc, j'étais en contrat, j'étais salarié. Donc, du coup, il y a des difficultés que d'autres personnes peuvent croiser que je n'ai pas du tout connues. Voilà, parce que je suis parti dans de bonnes conditions, dans les conditions idéales, si on peut dire comme ça. D'accord. Vous partez avec votre tam-tam, avec votre savoir-faire. Et nous, on ne voit pas vraiment. Hein. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains se disent le tam-tam. Qu'est-ce que ça peut apporter? Mais par contre, en Europe, les Blancs s'y intéressent. Alors, comment vous arrivez à partager votre savoir à tous ces Européens qui viennent vous contacter? C'est ça, c'est un peu mon rôle. C'est pour ça que je suis un peu présent aujourd'hui. C'est que ça fait partie de notre vie ici. C'est notre culture, c'est notre tradition. Mais c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas vraiment. Pour voilà, nous, c'est tellement naturel. C'est ça, c'est tellement naturel tous que les jours. Tous les jours. Donc, on ne prend pas ça en considération. Il y a un grand fossé entre l'Occident et ici concernant la pratique du djembé. Parce que voilà, l'instrument malinké s'appelle le djembé. Le tam-tam, c'est tout ce qui est percussion et tout ça, mais voilà, c'est le djembé. Aujourd'hui, c'est un des instruments les plus pratiqués au monde. Oui.
C'est vrai. Oui. Mais il faut de la force pour taper. Est-ce que les Européens, pardon, nos frères, hein, mais est-ce qu'ils ont le rythme comme les Africains ont ce rythme-là dans le corps? Est-ce qu'ils arrivent à frapper comme il se doit le djembé? Bien sûr, il y a des Européens qui jouent au djembé. Qui jouent mieux que nous? Oui. Ah bon? Oui, qui jouent mieux que des Africains, qui jouent aussi. Parce que ces Européens-là, ils s'y intéressent, ils apprennent en profondeur, ils viennent ici en stage. Moi, par exemple, chaque année, j'organise des voyages, des stages ici. Donc, même là, j'étais en stage avec des Européens qui sont répartis. Le stage est terminé. Donc, ils viennent tout le temps, ils s'y intéressent à notre culture, ils aiment notre continent, ils aiment ce qu'on fait, ils aiment notre tradition. Donc, ils s'y intéressent. Donc, normal, quand tu t'intéresses à quelque chose que tu prends en considération, tu le travailles, ben, ça peut s'améliorer. Mais ici, comme je disais, ça fait partie de notre vie. Donc, du coup, on ne le prend pas en considération. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des gens même qui pratiquent cet instrument, mais qui ne connaissent pas la tradition. Exactement. Donc, mais un Européen qui a appris la tradition, même si c'est notre tradition qui vient ici, qui apprend avec des maîtres percussionnistes, mais il maîtrise plus que des Africains. Donc, c'est ça, des fois, le problème. C'est qu'il y a des Africains qui pensent que en arrivant simplement avec la pratique du djembé, c'est suffisant. Et quand ils arrivent là-bas, ils se prennent une claque. Oui, c'est vrai, parce qu'eux là-bas, ils apprennent. Hein. Ils sont souvent très curieux et ils vont jusqu'au fond de la chose pour connaître, ils veulent comprendre les secrets. Je vais demander à Orokia Sissoko de revenir un peu en arrière concernant les images qu'elle nous présentait pour nous parler de votre djembé. Le djembé, c'est quoi? C'est notre tam-tam, mais pour vous, j'ai l'impression qu'il y a encore des décorations, des fers à côté. C'est quoi tous ces ornements qui sont autour? Ben, le djembé, c'est un instrument, mais surtout, pas simplement pour moi. Pour tous les Africains, ça fait partie de notre vie. Hein, il y a quelque chose qui est très important chez nous, c'est qu'on a pu garder, après la colonisation, après tout ce qu'on sait, on a quand même gardé notre tradition, notre culture. Et aujourd'hui, avec aussi tout ce qu'on sait, tous les événements qui se passent en Afrique, la nouvelle génération connaît très très mal cette tradition. Et moi, je suis un ambassadeur de la culture ivoirienne en Occident, mais aussi de la culture africaine. Vous savez ce que je vais faire? Excusez-moi de vous interrompre. Avec la permission d'Orokia Sissoko, je me tiens debout. Et c'était pas prévu, mais vous savez qu'avec Naomi, il faut s'attendre à tout. Alors, moi, je mets celle-là. Et puis, vous allez nous décrire le djembé. Voilà. Non, restez là. Voilà. À un moment donné, vous allez vous déplacer. Mais pour l'heure, Naomi est en action. Voilà. Orokia Sissoko, merci de me suivre. Là, on a c'est notre tam-tam. Voilà, on a le djembé. Le djembé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis autour? C'est une corde? Voilà, c'est du cordage, c'est pour juste la décoration. Ça, c'est la décoration. Voilà, ça, c'est la décoration. Ça n'a rien à voir avec le son. Ça n'a rien à voir avec le son. Ça, c'est des sonnailles qu'on appelle ségué, voilà, qui donnent un peu d'harmonie. Et nous, chez nous, on a des cuvettes comme ça et on tape dans les mains, les femmes le font. Hein. Ben, si vous voulez, tout ce qu'on joue comme instrument traditionnel en Afrique, la plupart des instruments ont été, la musique même a été créée par les femmes. C'est les femmes qui... Oh, attendez que je me lève pour vous tendre la main. Merci. Oui. C'est arrivé par les femmes. Voilà, c'est les femmes. Même là, quand vous voyez l'instrument, oui, c'est l'image du mortier. Quand on coupe un peu le pied... Oui, voilà, à l'intérieur, voilà, c'est pour piler notre foutou et plein de mille et tout ça. Donc c'est les forgerons. Fait le rapprochement. Oui, c'est les forgerons qui ont donc créé cet instrument, le djembé, pour aider les femmes. Quand on voit il y a une femme, 2 femmes, 3 femmes qui pilent, on a le rythme. On a le rythme. Ouais. Voilà, ben ça vient, c'est l'image du djembé, le mortier. D'accord. Et Orokia, avec ta permission, moi je fais ça. Voilà. Voilà. Donc, le creux à l'intérieur, il sert à quoi? Tout ce creux qu'on a. Parce que nous, pour notre mortier, on n'a pas le creux. Merci. Donc, si on n'a pas de creux, on ne peut pas mettre la peau et il n'y aura pas de son s'il n'y a pas de creux. Donc, le fût a été vidé justement pour pouvoir permettre au son de sortir. Ah. Donc, ça sort par là. Voilà, ça sort par là. Voilà. Mais là, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a le son qui sort par le bas, on a le son aussi du haut. Avec les sonnailles qui donnent un peu d'harmonie au djembé. D'accord. Et votre combat, c'est de faire la promotion et surtout de cet instrument. Professionnaliser. Bon, on va le rendre professionnel comment? Moi, je me demande. Parce qu'aujourd'hui, à la maison, les petits garçons sur les tabourets, ils cassent tous les tabourets à la maison. Chacun veut jouer du tam-tam. On va le professionnaliser comment? C'est très simple. Allons-y. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de percussionniste. J'ai décidé de suivre ce chemin. Ça n'a pas été facile pour moi. Je me suis battu, j'ai fait des fugues. Et aujourd'hui, je vis de ça. Oh, mais dire que les enfants, c'est pas bon de faire les fugues. Hein. Non, il dit que c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple de faire les... Non, c'est pas... Voilà. Mais il a compris après. Voilà, j'ai compris après. Donc, ce que je veux dire, c'est que
même si les enfants s'y intéressent, il faut qu'on les encourage. Il y a beaucoup de percussionnistes en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il y a des bons même. Et il y a des très bons. Moi aujourd'hui je suis très content parce que avant j'étais tout seul en tant que percussionniste ivoirien de renom. Mais aujourd'hui, il y a un percussionniste ivoirien qui est là-bas aussi en Europe, qui vit à Paris, qui s'appelle Guy Thomas. Voilà, qui a été reçu par la télévision ivoirienne aussi, il n'y a pas longtemps, qui était ici aussi en stage. D'accord. Oui, c'est nous qui l'avons reçu, il était venu avec des touristes. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'était nous. Voilà, c'était vous. Et il a été formé à l'EDEC. Chez Marie-Rose Guiraud. Exactement. Voilà. Et est-ce que vous aussi, vous venez avec des touristes pour leur permettre de se ressourcer, de voir notre forêt, de voir tout ce qu'on a ici? Je suis celui qui vient avec le plus de tourisme ici. Je viens 3 fois, 4 fois par an. 3 fois, 4 fois par an. Voilà. Là, j'étais avec des stagiaires qui sont partis. Le stage s'est terminé vendredi dernier. Et vous partez dimanche là déjà? Voilà. Je repars dimanche parce que, hormis, je suis là-bas, j'ai des écoles, je voyage beaucoup. Vous avez combien d'écoles? Espagne, Pays-Bas, France. Attendez, moi si je veux apprendre à jouer le djembé, on dirait que ça marche fort là-bas. Ça marche, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, mais comme on le disait tout à l'heure, comme ça fait partie de notre vie, de notre portée sociale ici, on ne le considère pas. Alors que c'est tout un travail, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et il y a des maîtres percussionnistes qui sont connus partout dans le monde, qui se sont battus pour faire connaître le djembé en Occident. Et nous sommes la nouvelle génération aussi on est en train d'aider aussi ces vieux-là parce que voilà, il y a l'âge aussi qui compte, donc on prend un peu le relais. Donc il y a des écoles un peu partout dans le monde pour apprendre à jouer le djembé. Il y a des grands groupes de percussion. Moi j'ai mon groupe là-bas, je tourne, je fais des festivals et tout ça, et je voyage beaucoup pour donner des stages. Avec un des plus grands maîtres aussi du djembé qui s'appelle Madi Keita, qui a été aussi au côté bas ici en Côte d'Ivoire, mais qui est guinéen. On a fait un livre qui s'appelle Une vie pour le djembé. On a créé un solfège pour que les Européens puissent avoir accès à cet instrument-là. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se font en Europe autour de l'instrument. Donc moi aussi, mon combat, c'est ça, puisque je défends cette tradition, cette culture là-bas, mais elle est mal connue chez nous. Et il y a beaucoup de percussionnistes. Donc, ici, j'ai réussi à monter, c'est toujours mon combat, à monter une fédération des percussionnistes de Côte d'Ivoire. Voilà, pour défendre ce secteur. Pour défendre ce secteur. C'est un métier à part entière, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté la rue grâce à ça. Grâce au djembé. Ouais, grâce au djembé. Et aujourd'hui, qu'ils arrivent à se nourrir, à nourrir leur famille. Je suis un exemple typique. Et voilà, donc pour dire que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on tape dessus et puis il y a du bruit. Non, c'est tout un travail. Vous savez ce qu'on va faire? On a tellement parlé qu'on a envie à présent d'écouter le son. Quand vous frappez, qu'est-ce que ça donne? Frappez comme si vous étiez devant des millions de spectateurs, même si on sait qu'à la télévision, ce sont des téléspectateurs. Parce que dans le monde entier, on nous suit par la magie de la télé. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont fidèles au programme de RTI1, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez à Rennes, comme il a dit tout à l'heure, que vous soyez au Ghana, au Togo, un peu partout dans le monde entier, même au pôle Nord, on vous dit merci d'être avec nous. Et puis, prenez le rythme, reprenez le rythme avec nous, parce que le frère va nous taper du djembé. Il va se déplacer avec l'aide du chef Hassan pendant que je vous fais ce communiqué, amis téléspectateurs. Vous avez rendez-vous ce vendredi 17 mai à partir de 15h au complexe Astoria Palace pour l'enregistrement de l'émission Samedi. Et cet événement est quelque chose qui nous parle dans la mesure où on reçoit la mamie à la Thérèse. Une mémé qui quitte Toumoudi. Depuis plusieurs années, on n'a pas eu de ses nouvelles. Elle vient nous rendre visite pour honorer les mamans de Côte d'Ivoire. Vous habitez Abidjan, vous habitez un peu partout sur le territoire ivoirien, vous savez que le 25 mai, sinon le 26 mai, la femme sera à l'honneur. Et pour célébrer les mamans, maman à la Thérèse, sinon mamie à la Thérèse, qui chante depuis 1954, fait son entrée pour célébrer toutes les mamans. C'est pour cela que vous êtes invités. Mesdames, habillez-vous en pagne traditionnelle aussi pour rendre honneur à la culture ivoirienne, pour venir célébrer cet événement. Pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans, en espérant que vous viendrez assister à l'enregistrement de l'émission Samedi, écoutez ce son de Baba Touré.
fond sonore. Amis téléspectateurs, c'est sur ce son qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés avec nous depuis 6 heures.